En manchette ce soir, le CISAT prêt pour la campagne de vaccination. La population aura accès à différents vaccins contre les virus respiratoires dès le 10 octobre. C'est une bonne nouvelle. On attendait de débuter la campagne vaccinale de cet automne depuis quelques semaines. Une décision du ministère des Ressources naturelles qui dérange à Winoway. Un bon Québécois, chien, de se faire traiter de même, puis c'est carrément de la discrimination. Et bilan positif pour les anus de la 3 à Val-d'Or. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. Dans un peu plus de 10 jours, une vaste campagne de vaccination massive contre les virus respiratoires va s'amorcer et ce partout à travers le Québec. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue se dit prêt à vacciner la population de la région. André Audet. Le sous-variant de la COVID-19 ERIS, l'influenza, le pneumocoque, les centres de vaccination dans la région offriront des vaccins contre toutes ces infections dès le 10 octobre. Cette fois-ci, ce ne sera pas comme les autres vagues antécédentes, c'est-à-dire on n'est pas dans une situation de pandémie. Ça va ressembler plutôt que ce qu'on avait avant la pandémie, c'est-à-dire la vaccination on faisait toutes les périodes d'automne. Bien que l'ensemble de la population aura accès aux différents vaccins, la Direction régionale de santé publique rappelle que les clientèles prioritaires seront vaccinées en premier. On vise des personnes de 60 ans et plus, on vise des personnes qui résident dans des milieux milieux collectifs. Donc, on parle des CHSLD et de ressources intermédiaires pour des personnes aînées et aussi les RPA. Donc, on parle de ces milieux-là. On parle aussi des personnes qui sont immunosupprimées ou qui sont dialysées ou qui ont certaines maladies chroniques. De même que des femmes enceintes et les travailleurs de la santé. Donc, c'est des personnes pour lesquelles il y a une recommandation forte d'aller chercher une vaccination. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue confirme que les centres de vaccination deviendront des points de service permanents où la population pourra aller se faire vacciner et dépister à tout moment, tel que souhaité par le ministre de la Santé plus tôt cette année. L'ajustement va être fait en fonction des ressources disponibles et aussi en voyant de quelle manière on peut mieux répondre à la réalité, aux besoins de chaque territoire. Parce que vous savez qu'en Abitibi-Témiscamingue, la réalité de chaque secteur n'est pas nécessairement le même. Les gens qui désirent se faire vacciner peuvent déjà prendre un rendez-vous sur la plateforme en ligne Clic Santé. Par ailleurs, André, le CISAT fait état de plusieurs éclosions de COVID-19 dans ses établissements de santé, mais aussi de milieu de vie. Oui, mais ça signe comme quoi le virus est toujours bien présent. La direction de santé publique régionale qui me signalait cet avant-midi que presque tous les secteurs de la région sont touchés, notamment dans les centres hospitaliers de Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Lassar et Amos, ainsi qu'au centre de santé multiservice de Témiscamingue-Kippawa. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'il y a une éclosion dans un établissement que l'ensemble de celui-ci est touché par les cas de COVID-19. Le port du masque est justement exigé dans les unités aux prises avec une éclosion. On ne compte pas pour l'instant étendre l'obligation à l'ensemble des établissements de santé de la région, malgré le fait que d'autres CIS et CIUS du Québec les fait. Mélissa. Merci André. Bon week-end. La réconciliation entre autochtones et allochtones se décline sous différentes formes. L'une d'elles est économique et justement, à la veille de la journée de la vérité et de la réconciliation, on se penche sur la place qu'ont les entreprises. Reportage de Vincent Tremblay. Le 30 septembre est une journée importante pour les membres des Premières Nations de partout au Québec. La réconciliation économique, c'est la base de rapprochement entre autochtones et allochtones, selon le directeur général de la Commission de développement économique des Premières Nations, Québec-Labrador. Les liens économiques, c'est souvent un bon moyen d'apprendre à se connaître, puis d'entrer en contact avec l'autre au travers des projets où il y a des bénéfices partagés. À l'aube de la journée de vérité et réconciliation, Steve Mathias, Anishinaabe de Winoway et propriétaire de Makwa Machinerie, une compagnie forestière, il critique l'attitude du ministère des Ressources naturelles et de la Faune face à son entreprise. Je trouve ça un bon Québécois, chien, de se faire traiter de même. Puis c'est carrément de la discrimination. Il estime que le ministère prive sa compagnie de contrat à la suite d'une prise de position de son conseil de bande, une situation qu'il déplore. Cette année, quand on a vérifié pour avoir les
Les volumes, là, le nombre d'hectares que j'aurais à faire, la réponse que j'ai reçue, c'est qu'il y a une décision qui a été prise au niveau du ministère, comme quoi que les volumes pour ma compagnie Macwa a été mis de côté cette année. À Rouyn-Noranda, l'entreprise minière Forage RJLL a quant à elle développé des partenariats avec des communautés autochtones pour avoir un impact positif sur leur territoire. C'est juste un incontournable pour nous. On voit justement avec ASBI, la communauté du Lac-Simon qui prennent de plus en plus leur place, qui veulent développer aussi leur socio-économique, aider les gens de la communauté aussi. Le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Maïté Blanchette-Vézina, nous a répondu prendre très au sérieux les accusations de Steve Mathias et qu'en début de semaine, on devrait obtenir des explications. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. D'ailleurs, la monnaie royale canadienne commémore à sa manière cette journée de soutien au peuple autochtone, une médaille souvenir dont le produit de la vente permet d'amasser des fonds pour les activités de commémoration. Entrevue d'Yvon Moreau. Donc, c'est une médaille qui coûte 10 $. Et puis, tous les profits nets sont donnés au Centre national de la vérité et la réconciliation pour faciliter la guérison, les cérémonies, l'entretien des lieux de sépulture et monter plusieurs monuments et projets commémoratifs. Elle est belle, cette médaille-là. Là. C'est quand même, c'est riche en imagerie symbolique. Oh, absolument. Oui, j'en porte une. Il y a un aimant là, qui vient avec et puis ça nous permet de porter la médaille. Okay. Et de vraiment signaler notre engagement et notre soutien. 3 artistes ont participé à la création de ce motif-là qui représente plusieurs symboles culturels et d'importance aux artistes qui vraiment expriment leur vision de la réconciliation. L'aurore boréale, alors vraiment... La ceinture métisse et le bison, le symbole infini aussi là, de la nation métisse. C'est pas le symbolisme qui manque. Qu'est-ce qu'en pensent les Autochtones de l'initiative? Ce qui est touchant là-dedans, c'est que nos partenaires autochtones ont beaucoup apprécié qu'on les avait écoutés. Et puis on leur avait donné une voix par la médaille souvenir. Donc, c'est bien important qu'on puisse communiquer le sujet de la médaille et faire essentiellement réfléchir tous les Canadiens qui l'aperçoivent et qui en parlent. En mai dernier, Val-d'Or a lancé les mouvements Les Avenues de la Troie afin d'inciter les citoyens à fréquenter le centre-ville. Plusieurs activités ont eu lieu tout au long de l'été pour dynamiser le secteur. Et pour la ville, c'est plutôt un premier bilan positif. Plus de détails avec Emilia Laliberté. Les visiteurs étaient au rendez-vous au centre-ville de Val-d'Or cet été. Ce sont près de 3500 visiteurs qui ont pu profiter d'une douzaine d'activités culturelles cet été au cœur de Val-d'Or. Après avoir lancé le mouvement Les Avenues de la Troie en mai dernier, la ville est heureuse du succès de la revitalisation de son centre-ville. Autant où est-ce que c'était inquiétant, autant qu'on a eu justement des discours au début du printemps sur le centre-ville, les inquiétudes, mais là on sait que les gens le veulent, leur centre-ville, ils veulent y venir, puis on va continuer dans les prochaines années à amener des activités et de le faire vraiment, de continuer de le dynamiser, puis on a des Moses de beaux projets. Mais revitalisation rime aussi avec construction. La 3e phase des travaux sur la 3e avenue qui s'est déroulée durant l'été a inquiété les commerçants du centre-ville. La propriétaire de la Galerie du Livre, une librairie qui se situait en plein cœur des travaux, est rassurée d'avoir pu conserver sa clientèle habituelle. Ça l'a très bien été. J'ai été vraiment surprise. Ça peut faire part des travaux de cette ampleur-là quand c'est juste devant notre commerce. Puis finalement, je trouve que tout s'est très bien déroulé. La communication avec les gens qui faisaient les travaux était super bonne. Ils nous donnaient un coup de main. Quand notre entrée était bloquée, ils venaient nous le dire quelques temps d'avance. Puis on sentait qu'ils le faisaient super vite pour essayer de ne pas nous entraver trop longtemps. En plus des nombreuses activités proposées, des entreprises et des initiatives de la ville ont aussi contribué à égayer le secteur.
au plus grand bénéfice des commerçants, comme l'affirme Valérie Gourde, présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Au niveau de l'achalandage, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a reçu des commentaires très, très positifs de nos membres et de nos commerçants. Entre autres, grâce au mouvement des avenues de la Troie, il y a vraiment eu une amélioration au niveau de l'affichage, au niveau du marketing, au niveau de la communication aussi entre les commerçants, la ville, les gens qui faisaient les travaux. Comme c'est un projet qui se poursuit sur 4 saisons, d'autres activités sont aussi à prévoir cet automne et cet hiver dans le centre-ville. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Le ministre de la Culture et de la région de l'Abitibi-Témiscamingue veut avoir l'opinion des jeunes quant à leur accès à la culture. Les jeunes de 12 à 35 ans et les acteurs du milieu de la jeunesse sont donc invités à participer à une consultation aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Alexandre Cabana. C'est ici le prochain arrêt de la tournée des consultations de la jeunesse. Ce soir, le gouvernement prêtera l'oreille à la voix des jeunes de la région. La consultation est faite en région pour venir entendre les gens de la région pour les besoins de la région ici en Abitibi-Témiscamingue. C'est la relève. Moi, déjà, je me considère comme un vieux, là, mais l'avenir de la région passe au travers des jeunes. L'objectif est de recueillir les besoins, les ambitions et les préoccupations des jeunes en vue d'établir le nouveau plan d'action jeunesse du Québec. Cet après-midi, c'était d'abord aux acteurs du milieu de la jeunesse de venir partager leurs préoccupations au sujet de la jeunesse québécoise. Parce que je vais voir les deux côtés, du côté des partenaires et par la suite, vraiment, qu'est-ce que les jeunes, eux, veulent pour leur futur. Puis ça, j'ai vraiment hâte de les entendre. Selon le gouvernement, la jeunesse québécoise aura à relever de grands défis. 7 grandes priorités sont au programme, entre autres l'éducation, la culture et l'environnement. Depuis 2 ans, avec tout ce qu'on vit, les hausses de taux d'intérêt, le marché du travail et autres, il y a beaucoup de défis que les jeunes comme moi n'ont pas vécu dans le passé. On est dans une nouvelle étape. Alors, c'est vraiment important qu'on puisse mettre en place, le gouvernement, les actions puis causer les gestes pour que les jeunes aient un bel avenir. Des mesures en appui à la jeunesse des Premières Nations et Inuits seront aussi déployées. À la suite de la consultation, le gouvernement prévoit de publier un rapport de consultation, publier un nouveau plan d'action jeunesse et déployer les actions déterminées. Un événement, finalement, qui est basé sur l'écoute. À noter que le ministre Mathieu Lacombe n'était pas présent aujourd'hui. Lui, qui est le pilote de l'opération, était retenu en Outaouais pour 2 annonces. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les jeunes de la région ont accès assez à la culture? Vous avez répondu oui à 55%. Sur un autre sujet, l'entreprise australienne Winsome a ouvert un premier bureau régional au Québec en s'installant à Val-d'Or. Winsome décrit cette arrivée en Abitibi-Témiscamingue comme un premier pas vers une expansion à travers le territoire de la baie James et du nord du Québec. L'entreprise de développement lithifière souhaite exploiter un gîte non loin du barrage La Grande 4 et s'établir comme l'un des joueurs majeurs dans le domaine du lithium au Québec. C'est un beau gisement. On continue à le forer naturellement pour ultimement avoir une estimée de ressources d'ici au début de l'année prochaine. Mais on voit déjà que c'est très gros. Déjà avec au-dessus de 80 trous, on frappe du spodumène avec le lithium, en fait. Donc, c'est très prometteur. Et on se voit vraiment comme un des 5 plus gros projets qui pourraient avoir lieu sur les terres québécoises. La centrale des Rapides des 15 est officiellement centenaire. Près de 150 membres du personnel actif et retraité d'Hydro-Québec se sont réunis jeudi pour souligner cet anniversaire avec les dirigeants d'Hydro-Québec. On rappelle quand même que la centrale des Rapides des 15 a été la première centrale à voir le jour en Abitibi-Témiscamingue. Elle a aussi été la seule source régionale d'électricité jusqu'à la mise en service de la centrale Rapide 7 en 1941. Plus de 93 millions de dollars ont été investis en 2016 et 2017 pour rééquiper les turbines alternateurs. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. C'est aujourd'hui au musée d'art de Rouyn-Noranda que les gens sont invités à l'exposition Les Centenaires. 2 artistes emblématiques sont honorés. On vous dit lesquels après la pause.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec travaillent depuis plus de 35 ans au développement économique de nos collectivités. Composées d'une équipe de professionnels et de bénévoles engagés, les SADC soutiennent divers projets locaux et de nombreux entrepreneurs en leur offrant de l'aide financière et de l'accompagnement adapté. Contactez-les pour vos projets. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est aujourd'hui que prend place les 27e Journées de la culture qui s'animent aux 4 coins du Québec. Oui, je suis tellement heureuse de cette belle nouvelle-là. Écoutez, ces 3 journées ont pour mission de réunir notre belle communauté avec des activités gratuites pour l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on ne fait pas les choses à moitié, Mélissa. Les gens vont pouvoir profiter d'une veillée de danse traditionnelle avec Racine Carrée, visionner également les meilleurs courts-métrages réalisés par les étudiants en création numérique à l'UQAT et participer aussi à plusieurs autres ateliers. Pour découvrir les activités, je vous invite à visiter le site web journéedelaculture.qc.ca. Vous allez peut-être y découvrir une nouvelle passion. Si tu es plus du genre spectateur, puis tu aimes ça t'asseoir puis regarder un spectacle ou regarder un artiste ou aller visiter une exposition, tu peux le faire. Mais si tu aimes ça aussi, l'essayer un peu. Tu sais, des fois, là, juste de dire, bien, moi aussi, est-ce que je pourrais essayer de fabriquer quelque chose ou de peindre quelque chose ou de danser moi aussi? Bon, là, pas moi personnellement, là, mais je me projetais dans la personne qui nous écoute, tu comprends? Mais là, tu peux, avec les Journées de la culture, il y a plein d'activités de médiation culturelle. Tu peux aussi aller t'amuser puis apprendre des choses puis peut-être découvrir une passion, là. Et Stéphanie, on poursuit dans la même lancée puisque c'est aujourd'hui à Musée d'art de Rwanda que les gens sont invités à l'exposition Les Centenaires. Oui, il s'agit de l'inauguration de 2 grands artistes assez emblématiques, merci, Jean-Paul Riopelle et Rose-Aimée Bélanger. Les deux sont nés en 1923 et ont connu une belle popularité avec leurs œuvres qui ont marqué l'histoire du Québec. L'ouverture des portes s'est faite cet après-midi à compter de 17h et l'organisation a très hâte de vous recevoir pour vous faire découvrir leurs univers, mais également pour pouvoir vous montrer leur toute nouvelle installation. On est vraiment fiers d'inaugurer ce soir les Centenaires, donc 2 artistes qui auraient eu, qui sont nés en 1923 et c'est l'année du centenaire. Donc Rose-Aimée Bélanger est toujours vivante, Jean-Paul Riopelle est décédé à l'âge de 74 ans. C'est vraiment un moment extraordinaire. D'ailleurs, on a un nouvel écrin là, qui accueille tout ça, donc on a aménagé le corridor là, de façon à ce que ce soit un endroit plus agréable pour présenter des œuvres d'art et donc vraiment, ça vaut le coup. Et pour terminer, surveillez l'auteur, compositeur, interprète Gabriel Côté qui a décidé de sortir son tout nouvel album « Chers voyageurs » qui va paraître le 5 octobre prochain. On a un lancement et un documentaire qui sont prévus pour la fin de l'automne. Sur ce projet-là, Gabriel a écrit les textes, il a fait les arrangements également pour pouvoir jouer de chaque instrument. On a plusieurs thèmes qui sont abordés sur l'ouvrage, dont l'urgence de vivre, la crainte du futur, la nostalgie aussi, et on va même pouvoir y retrouver la participation de sa grand-maman Doris, ça je trouve ça tellement cute, qui appuie l'histoire de l'album avec la sagesse de ses mots. La seule autre personne qu'on entend sur l'album, c'est ma grand-mère, qui fait... j'ai fait faire une entrevue, j'ai parlé un peu des différents thèmes, il y a des bouts de phrases qu'elle a dites dans cette entrevue-là qui se retrouvent dans l'album pour un peu ponctuer certains thèmes, justement. C'est de la musique alternative, ça part un peu dans tous les sens. Il y a du rock, il y a du folk, de la musique expérimentale. Tout pour faire un voyage rempli d'émotions. Deuxième week-end d'action pour nos 2 équipes de la LHMQ. Les Huskies veulent rattraper la déception des derniers matchs et les Foreurs veulent continuer sur leur lancée. Plus de détails dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Foreurs et les Huskies sont de retour en action cette fin de semaine. Alors que la Meute veut rebondir après un début de saison décevant, le Vert et Or va tenter de poursuivre sa lancée. Johan Carrière.
Avec une fiche de 2 revers à leur premier match de la saison contre les Foreurs, les Huskies veulent rajuster le tir lors de cette deuxième semaine d'activité. Le message de l'entraîneur-chef Martin Dagenet est clair, il en veut plus de son équipe contre Drummondville et Shawinigan cette semaine. Je pense qu'on a un autre coche, là, un autre niveau qu'on n'a pas encore atteint. Donc, je pense que les 2 matchs de la fin de semaine, ça va vraiment tester le caractère des joueurs. De voir là, si mentalement ils sont capables de rebondir. Du côté des Foreurs, l'équipe va tenter de faire le même coup aux Cataractes et aux Voltigeurs qu'aux Huskies. La recette de Maxime Desruisseaux est simple, ces joueurs devront être combatifs et limiter les chances adverses. C'est sûr que notre jeu sans la rondelle, ça doit d'être un petit peu plus structuré, je vais dire ça comme ça. Ensuite de ça, j'ai quand même aimé... on a créé offensivement quand même, donc on a réussi à marquer quand même des buts, donc on a fait des belles choses offensivement, donc il faut continuer à faire aussi ce qu'on a bien fait le week-end dernier. Là. Les Huskies peuvent compter sur le retour du capitaine Dylan Gill du camp du Lightning de Tampa Bay. Même si le défenseur n'est pas encore prêt à revenir au jeu, sa présence dans le vestiaire va amener beaucoup de positifs, selon l'entraîneur-chef. Il y a un petit manque de leadership la semaine dernière, puis Dylan Gill, c'est notre leader numéro 1, c'est notre capitaine, donc c'est certain que ça fait du bien de le revoir. Oui, il va commencer à accompagner l'équipe, il va pratiquer sans contact, mais encore un petit bout de chemin là avant de pouvoir jouer un match officiel. À Val-d'Or, le capitaine David Doucet et le gardien William Blackburn devraient revenir dans l'entourage de l'équipe à la fin octobre. Mathis Lucier et Émile Beaunoyer vont continuer de se partager le filet en attendant le retour du portier de 20 ans. J'aime pas ça penser trop loin avec les gardiens. Présentement, les deux vont bien, donc... mais présentement, là, c'est ça le plan, mais regarde, on va voir, il y en a peut-être un qui va se distinguer de l'autre, il reste que, à suivre ce dossier-là, mais pour l'instant, c'est comme ça. Les Foreurs seront également privés des services de Thomas Larouche pour au moins le prochain mois, lui qui a contracté une mononucléose. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Stéphanie, le week-end s'annonce encore beau et chaud. Oui, et on devrait même atteindre, attention, le 27 degrés pour la semaine prochaine. Ça se prend quand même assez bien, merci. Hein? Donc, pour ce soir et cette nuit, Mélissa, on a quand même un dégagement sur tous les secteurs avec un minimum de 6 en Abitibi-Témiscamingue et de 8 pour le Témiscamingue. Pour demain, gros soleil sur tout le territoire, alternance de soleil et de nuages en après-midi. Du côté de l'Abitibi avec un maximum de 24. Et pour le Témiscamingue, des ennuagements tard en après-midi aussi avec un maximum de 24 degrés. Finalement, un aperçu pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec 60 de probabilité d'averse pour les secteurs plus au nord avec un maximum de 23 degrés. Et pour le secteur plus au sud, on a un dégagement prévu avec un maximum de 24 degrés. Donc, c'est le moment d'aller en profiter à l'extérieur, passer un très beau week-end. Merci Stéphanie, vous aussi. Un week-end. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous ce soir, mais aussi tout au long de la semaine. On va faire une petite pause lundi, puis on se retrouve avec la programmation régulière mardi. Je vous souhaite de passer une belle aussi célébration pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour les Premières Nations. Bonne soirée et à mardi.